Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. La fête de l'Aïd el-Fitr à la une de l'actualité ce soir. Les millions de fidèles musulmans du Burkina ont célébré la fin d'un mois de jeûne. De Ouagadougou à Bobo-Dioulasso en passant par Koudougou, la fin du ramadan est placée sous le signe de la paix, de la sécurité et de la cohésion nationale. Et à l'occasion de cette fête, la rédaction de la RTB2 au bassin met en lumière une tradition, le Sambé Sambé, une salutation faite par les enfants dans les familles. Elle est ancrée dans notre société. Serait-elle en perte de vitesse? Nous le saurons dans quelques instants. Le téléphone portable comme moyen d'accès à l'alphabétisation, Phone Class y croit pour avoir développé des applications en langue nationale. Le projet s'élève à plus de 4 milliards de francs CFA et il a démarré avec la remise d'une centaine de téléphones portables à des associations féminines. Dans l'actualité également, le débat sur la possibilité de voir un président comparaître devant les tribunaux est relancé. Cela se passe aux États-Unis où Donald Trump est accusé d'avoir utilisé sa fondation comme chéquier lors de sa campagne présidentielle. Bienvenue à tous et très bonne fête à tous les musulmans. Cette année encore, des milliers de fidèles ont convergé vers la place de la Nation à Ouagadougou. La prière de la fête de l'Aïd el-Fitr a été dirigée par l'imam Adama Zungrana. Voyons cela en images avec Isiaka Oudraogo sur un commentaire de Vincent Kiandrobeogo. Ce matin, beaucoup de fidèles musulmans de Ouagadougou convergent vers la place de la Nation. À 9 h, ils sont des milliers à prendre place pour la prière du Ramadan dirigée par l'imam Adama Zungrana. Prière à Allah, mais aussi des bénédictions aux fidèles et à la nation entière. Une nation qui a besoin de resserrer ses rangs pour tenir face à tout ce qui menace sa cohésion et sa paix légendaire. Nous formulons des prières à l'endroit de nos hommes de défense et de sécurité, ceux qui sont en ville comme ceux qui sont en campagne. Qu'ils sachent que nous sommes à tout moment de cœur avec eux. Que Dieu bénisse la saison agricole et donne des récoltes en abondance. Qu'il bénisse nos autorités. À cette prière musulmane, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Simeon Sawadogo, en charge des cultes. Et à ses côtés, l'archevêque de Ouagadougou, cardinal Philippe Ouedraogo, qui dit porter un message du pape à ses frères. Alors je suis venu au nom de l'Église catholique pour présenter nos meilleurs vœux à tous nos frères et sœurs musulmans. Le pape François est très préoccupé du dialogue interreligieux. À l'occasion du Ramadan, il a laissé un message que nous avons transmis aux musulmans, que nous puissions ensemble collaborer, coopérer, bien sûr pour le bien commun. Nous avons vu les autres religions qui sont venues ici prier avec les musulmans. C'est ça qui est l'image réelle du Burkina Faso, qui est effectivement un pays des hommes intérieurs. Après un prêche religieusement suivi, les fidèles repartent pour la fête en famille après 30 jours de pénitence. Et avant de revenir sur cette fête en famille, un tour dans la ville de Sia où la même ferveur, à plus de 300 km de Ouagadougou, donc, la fin du Ramadan a également été marquée par une grande prière et ce, sur différents sites. Un tour d'horizon avec Hassan Gourabou et Amadou Lougué. Un mois de jeûne qui se termine par cette prière à 2 rakats. L'instant est solennel. Entre vœux et bénédictions, les fidèles musulmans de Bobo-Dioulasso manifestent leur reconnaissance à Allah. Un grand merci au bon Dieu qui nous a accordé ce jour béni. C'est vrai, nous avons jeûné 30 jours. Aujourd'hui, c'est la fête. Bon, ça a été facile pour d'autres et ça n'a pas été facile pour d'autres. Mais je dirais que, Inch'Allah, on souhaite que cette fête se passe très bien.
Nous souhaitons que Dieu nous aide vraiment, aide le Burkina à s'en sortir de cette spirale de violence. Bon, vraiment, nous implorons vraiment la clémence de Dieu pour qu'il aide le Burkina à s'en sortir dans cette situation. Sur les différents sites de prière, les messages exprimés par les imams sont partout les mêmes. Sécurité, paix et cohésion nationale. Les représentants de l'autorité régionale, avec le gouverneur en tête, sont également venus sur les sites de prière pour saluer les fidèles. La prière, le partage et la solidarité sont les valeurs prônées tout au long de ce mois de Ramadan qui s'achève. Elles sont aussi au cœur de cette journée de célébration de l'Aïd el-Fitr. Une équipe de reportage a été accueillie dans plusieurs familles de la capitale burkinabé. Reportage avec Alain Koulibaly, Gérard Sommet et Ismaël Diloma Sirima. Nous sommes à la résidence du cheikh Aboubakar Doukouré. En ce jour de Ramadan, il reçoit ses convives autour d'un repas symbolique. Une cérémonie de partage et de réjouissance qui marque la fin d'un mois de pénitence. Nous, les musulmans, Ramadan est tout pour nous. C'est pour ça que vous avez vu l'ambiance, comment les gens étaient très contents. Quand tu as faim et puis tu as des possibilités de manger, tu as des moyens, tu as des possibilités de boire, et tu refuses à cause de l'amour de ton Seigneur avec le respect des principes de ta religion. Je pense que Ramadan, d'abord, c'est une école pour les fidèles musulmans. Même ferveur dans la famille Topan. La fête se veut sobre mais symbolique. Des frites, du poulet, des plats locaux et de la boisson fraîche sont concoctés pour recevoir parents et amis. La fête, ça se passe bien. Ça se passe bien. Mais comme vous le voyez, nous fêtons vraiment en toute modestie. Parce que la période est un peu difficile. Le 15 du mois, pour un fonctionnaire, c'est pas du tout évident. Donc vous constatez qu'on fête en toute modestie. Mais bon, on peut dire que dans l'ensemble, tout se passe bien. Vous voyez que partager, ça fait toujours plaisir de partager avec les voisins, partager avec ceux qui n'en ont pas. Ça fait toujours plaisir. Et je pense que le Burkina aussi, c'est ça. Le Burkina, c'est ça. La culture du partage et la solidarité. Aujourd'hui, on a fait un peu de riz gras, la viande, on a fait des brochettes. Voilà, on a fait un peu de tout. La fête de Ramadan, c'est aussi ces tout petits. Parés de beaux habits, ils sillonnent les quartiers de porte en porte pour souhaiter bonne fête. Et oui, Ismaël Diloma Sirima, on appelle cela Sambé Sambé à Bobo Dioulasso. C'est une coutume ancrée dans notre société. Dans la ville de Sé, elle est observée donc par des enfants qui font du porte-à-porte espérant récolter des présents de diverses natures. La question qui se pose aujourd'hui est celle de sa pérennité. Réponse avec Billy Doubazongo et Moussa Sano. Jour des fêtes de Ramadan à Bobo Dioulasso. Nous sommes ici à Pala, un quartier périphérique de la ville. Après la prière, il est de tradition pour les populations de se retrouver dans la cour du grand imam pour les saluer et recueillir ses bénédictions. Siaka Sanou siège au conseil municipal. Il a fait le déplacement ce matin pour la grande prière, mais aussi pour les Sambé Sambé, la salutation au grand imam. En tant qu'autorité politique locale, c'est-à-dire on est tenu à être sur tous les fronts. Voilà, le sens de Sambé Sambé, c'est pour venir communier dans la famille, avec les frères et sœurs, les enfants. Pour le grand imam de Pala, le Sambé Sambé est une tradition musulmane et ce geste est un honneur pour la personne qui le reçoit. Lorsqu'une communauté de fidèles musulmans responsabilise une personne à sa tête, cette personne a droit au respect et à la considération. Étant imam de Pala, c'est à cause de cette raison que les fidèles viennent me saluer aujourd'hui. À retour, je les remercie tout en souhaitant que Dieu répande sa grâce sur eux. Si à Pala, le Sambé Sambé est plus une affaire d'adultes ailleurs dans d'autres quartiers de la ville de Bobo Dioulasso, ce n'est pas le cas. Nous sommes à Koko. Ici, ce sont les tout petits qui perpétuent cette tradition du Sambé Sambé. Quand on se rend compte qu'on est tous passés par là, donc il y a quelques années de cela, on s'est promené aussi dans les rues de Bobo. Donc, pour aller saluer les parents.
Donc malgré voilà, la rareté des moyens, donc on trouvait quand même gain de cause, quelques 500, souvent 1000 francs qu'on s'est partagé. On est venu saluer notre oncle et il nous a donné de l'argent et on est content. Outre les sambé, les repas en famille ainsi que les échanges de cadeaux sont des traditions chez les fidèles musulmans à Bobo-Dioulasso. Une manière de célébrer la fin des privations du 40e pilier de l'islam, le Ramadan, qui avait commencé le 17 mai dernier au Burkina. Voilà donc pour la célébration de l'Aïd el-Fitr en ce 15 juin. On poursuit ce journal avec une signature de convention aux allures de solutions pour les délestages subis dans plusieurs villes du Burkina. Donc, le syndicat national des commerçants du Burkina a investi dans le renforcement de la fourniture d'électricité avec des partenaires européens. Le Sinakombe envisage la réalisation d'une centrale solaire. Les détails avec Moussa Oudraogo et Bouma Ernest Népier. Dans quelques mois, une centrale solaire de 150 MW sera implantée au Burkina. L'initiative est de Sinakombe, le syndicat national des commerçants du Burkina, qui signe ici une convention avec ses partenaires russes, allemands, turcs et français chargés de financer cette centrale. Nous avons décidé de mettre en priorité l'énergie, qui est comme le socle fondamental d'un développement. On ne peut pas parler de développement si on ne maîtrise pas l'énergie. Donc nous priorisons l'énergie qui va nous permettre de pouvoir développer aussi l'industrie. Sans énergie, on ne peut pas parler d'industrie. Donc c'est pourquoi nous avons priorisé l'énergie dans le cadre de nos actions pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et nous voyons que l'État a privatisé ce secteur d'énergie pour permettre au privé aussi d'y intervenir afin de porter aussi leur appui au développement. Si son implantation finit, la centrale solaire, selon le président de Sinakombe, sera rétrocédée à la Sonabel. Cette énergie, c'est pour consolider les acquis de la Sonabel. Vous savez que ce n'est pas que nous n'avons pas d'énergie, mais cette énergie que nous avons est limitée. Tout le monde ne peut pas avoir l'énergie chez soi. Même dans les bureaux, les gens ont des difficultés. C'est une nécessité en soi. Donc voici pourquoi nous trouvons qu'il était opportun de pouvoir voir ce projet qui est parmi tant d'autres que nous voulons apporter. La centrale solaire va coûter environ 100 milliards de francs CFA. Elle sera située à Nobéré sur la route de Pau, à quelques kilomètres de Ouagadougou. Une autre convention est signée cette fois à Koudougou et porte sur le secteur agricole. Le programme de croissance économique dans le secteur agricole s'allie au Conseil régional du Centre-Ouest. De cette union est attendu le développement de plusieurs filières porteuses dans le domaine agricole. Les enjeux avec Ali Doubadini et Maxime Zongo. Cette signature de convention avec les maires bénéficiaires est la concrétisation d'un processus engagé auprès du programme de croissance économique dans le secteur agricole PCSA. Un programme qui apporte son appui aux filières porteuses afin de booster leur production. Les conventions qui sont signées aujourd'hui avec les maires bénéficiaires concernent la réalisation d'infrastructures, surtout des magasins, qui doivent permettre de pouvoir donner du tonus au niveau des 4 filières que le PCSA soutient dans notre région. Il s'agit principalement de la filière niébé, filière maïs, filière viande, filière karité. D'un montant estimé à 1,4 milliard de francs CFA, le projet a été rendu possible grâce au soutien de la coopération danoise qui a opté d'élargir son champ d'action. Initialement, le Royaume du Danemark intervenait dans le cadre de sa coopération au sein avec 3 régions, notamment la région du centre-est, la région de l'Est et la région du Sahel. Et à l'élaboration du document programme du PCSA, il a été de commun accord avec l'État burkinabé convenu d'élargir les zones d'intervention, et c'est ainsi que la région du Nord et la région du Centre-Ouest ont été bénéficiaires de cet élargissement-là. Une bonne productivité pour une croissance économique, voilà la vision de ce programme. Un programme à plusieurs volets dont l'appui aux infrastructures, notamment la construction de magasins de stockage et des infrastructures de soutien à la production. À l'issue de cette signature de convention, le PCSA a remis du matériel d'équipement aux bénéficiaires.
C'est un autre partenariat qui fait l'actualité dans la ville de Sia. La gestion intégrée des ressources en eau peut compter sur des professionnels de médias pour véhiculer les bonnes informations. La GIR a de ce fait initié une formation de journalistes en langue nationale. Elle se tient à Bobo-Dioulasso. Les précisions avec Martin Zerbo et Moussa Sanon. Des journalistes de langue nationale à l'école de la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau. C'est une initiative qui entend faire appel aux médias pour aider à la promotion de la gestion du liquide précieux. L'atelier de ces 2 jours donc, va se focaliser sur un certain nombre de thèmes donc, pour permettre aux journalistes d'avoir un certain nombre d'informations et de pouvoir aussi poser des questions de clarification par rapport à un certain nombre de thèmes, notamment sur la loi d'orientation relative à la gestion de l'eau qui a été adoptée depuis février 2001. Et quel est le contenu de la loi et qu'est-ce qu'on veut faire de la gestion des ressources en eau. Cet atelier d'information et de sensibilisation des journalistes de langue nationale revêt donc un caractère capital pour le secteur de l'eau et de l'assainissement. L'importance de passer par les hommes des médias, comme vous le savez, c'est vous qui véhiculez en fait l'information. Vous êtes beaucoup écoutés par les populations à travers vos organes. Et ça dénote vraiment l'importance que nous puissions passer par, en tout cas, vos créneaux pour pouvoir porter vraiment toute la connaissance, toute l'information auprès, en tout cas, de tous les usagers du secteur de l'eau. Cet atelier est une initiative du secrétariat permanent de la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau, une approche qui s'appuie sur la gouvernance participative et sur la concertation entre tous les acteurs et usagers de l'eau. Eux aussi comptent sur les médias pour mettre en lumière leurs recherches. Les chercheurs du Centre national de recherche et de formation sur le paludisme lancent un projet dénommé PIVEC. Il a pour but d'accroître l'impact de la lutte antivectorielle. Une cérémonie officielle a donné le ton. Le compte-rendu avec Issa Kafando et Zubaviel David Dabiré. Les chercheurs de la Grande-Bretagne, du Burkina Faso, du Cameroun et du Malawi, réunis pour le lancement du projet de partenariat pour accroître l'impact de la lutte antivectorielle. Objectif, augmenter la capacité des chercheurs africains et britanniques à développer des solutions durables pour réduire les maladies infectieuses à transmission vectorielle. Un projet qui va s'étendre sur une durée de 4 ans. Le projet sera implanté dans 2 structures du Burkina, à savoir le Centre national de recherche et de formation sur le paludisme et l'Institut national de recherche en santé de Bobo-Dioulasso, où nous avons donc 4 chercheurs qui ont bénéficié de financement pour mettre en œuvre donc leurs projets de recherche, pour aider donc les programmes nationaux de lutte contre les maladies telles que le paludisme et les maladies tropicales négligées. Ce projet associe la recherche, la formation et le renforcement des capacités pour développer des outils de lutte contre ces maladies. Il s'agit entre autres du paludisme, de la dengue et de la fièvre jaune. Tous les outils que nous avons pour lutter contre les moustiques qui transmettent le paludisme, tous ces outils sont devenus obsolètes. Et donc ce projet de recherche vise à développer de nouveaux outils pour nous aider à réduire l'incidence, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux cas de paludisme au Burkina Faso et ailleurs en Afrique. Le projet est financé à plus d'1 milliard de francs CFA pendant 3 ans. Au Burkina Faso, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation et le ministère de la Santé sont en partenariat pour permettre aux chercheurs de livrer des informations au service de la santé pour une lutte efficace. Le département de l'économie numérique et des postes a dans son viseur la 14e édition de la Semaine nationale de l'Internet et des TIC. Pour l'heure, le comité d'organisation fait le bilan de la précédente édition. Il lance dans la foulée un appel à projet en vue de la prochaine SNI. Koalen Ebié, Zubaviel, David Dabiré. 2 points à l'ordre du jour à cette assemblée générale du comité d'organisation de la Semaine nationale de l'Internet et des TIC SNI. Il s'agit de la présentation du bilan de l'édition précédente et du lancement d'un appel à proposition de thème pour les activités de l'édition 2018. Pour le comité d'organisation, le bilan de l'édition 2017 est satisfaisant. C'est vrai que d'édition en édition, en tout cas cette mobilisation se consolide, mais cela a été un cachet particulier. La 13e édition, toutes les manifestations ont drainé vraiment
du monde. Le deuxième élément majeur, c'est le thème. Le thème portait sur la sécurité, qui est vraiment un thème d'actualité. Et on sait qu'aujourd'hui, les personnes malveillantes, un peu dans tous les secteurs, font usage des TIC, que ce soit les terroristes, que ce soit les fraudeurs tout simplement, que ce soit les délinquants. Chacun essaie de tirer le profit qu'il pense des TIC pour son activité, aussi malveillante soit-elle. Et donc il était important effectivement de montrer un peu aux différentes couches de la population comment est-ce que les personnes malveillantes s'y prennent et comment est-ce qu'il faut adopter les bonnes pratiques, les bons comportements pour se prémunir, pour ne pas être trop exposé donc, aux activités malveillantes. La Semaine nationale de l'Internet est une manifestation annuelle à caractère national qui a pour objectif de promouvoir et vulgariser l'Internet et les autres technologies de l'information et de la communication au Burkina Faso. La 14e édition de la SNI est prévue pour se tenir du 13 au 17 novembre 2018 sous le thème « Innovation numérique pour la transformation structurelle de l'économie et de la société ». On en vient à cette initiative qui sera certainement mise en lumière au cours de cette SNI. Elle est lancée par un bureau d'études baptisé Phone Class, une centaine de téléphones portables distribués à des associations féminines. Ces téléphones ont la particularité de contenir des applications mobiles en langue nationale. Les utilisatrices peuvent ainsi bénéficier d'une alphabétisation à portée de main. Les précisions avec Roger Bebamba et Moumouni Soubeiga. Des téléphones portables dénommés Phone Class qui vont servir d'outils d'alphabétisation pour des femmes issues d'une vingtaine d'associations au Burkina Faso. Ces outils sont des téléphones portables munis d'applications Amoré, Dioula, Fulfulde et Bobon Mandarin pour permettre aux personnes non alphabétisées d'apprendre à écrire dans leur langue et d'avoir des notions dans d'autres domaines comme la santé et l'environnement. L'initiative vient du bureau d'études Phone Class dont l'ambition est de parvenir à une éducation de masse à travers les technologies de l'information et de la communication. Phone Class, c'est une plateforme multifonctionnelle. Il y a une condition pour le téléphone portable. Il faut que ça ait un lecteur vidéo. Grâce au lecteur vidéo, vous avez des supports de cours. Donc vous lisez votre cours, vous faites votre exercice. Si l'encadreur juge que c'est bon, vous passez à la leçon suivante. Les femmes vont travailler avec, on n'aura plus de problème pour les appels, on n'aura plus de problème pour appeler quelqu'un qui est à l'extérieur. En cette matinée, ce sont 100 Phone Class qui sont octroyés aux femmes. Ce projet de classe mobile vient en appui au gouvernement du Burkina Faso pour qui l'éducation est la base du développement. Parvenir à améliorer les statistiques, à améliorer le taux d'alphabétisation au Burkina Faso va contribuer à booster énormément l'indice du développement humain durable dans notre pays. Le coût du projet Phone Class s'élève à près de 4 milliards de francs CFA. Il envisage de toucher 6 000 femmes d'ici à fin 2018. Direction la Russie où le mondial démarre difficilement pour les représentations africaines. 2 sorties, 2 défaites. L'Égypte en première rencontre a été battue par l'Uruguay. Le Maroc ne fait pas mieux. Les Lions de l'Atlas ont été cueillis dans les derniers instants par l'Iran. Le résumé des 2 oppositions avec Kalfa Ouattara. Sanchez, la tête! Cruelle entame de compétition pour 2 des représentants africains dans le mondial russe. Opposé à l'Uruguay en première rencontre, l'Égypte a résisté jusqu'à l'ultime minute du temps réglementaire avant de se faire châtier par la Célestie. Un scénario incroyable auquel la star égyptienne Mohamed Salah a assisté impuissant sur le banc de touche. Pourtant, l'Égypte avait contré toutes les offensives uruguayennes avant de craquer à la 90e minute. De Mohamed El Shenaoui qui avait retardé l'échéance. À Saint-Pétersbourg, le Maroc avait toutes les cartes en main. 45 premières minutes outrageusement dominées. Mais que de maladresse. Pourquoi pas la frappe? Ça sera un cafouillage. Belanda. De nouveau une frappe de Benatia. Oh, le sauvetage sur sa ligne. À l'image de l'Égypte, le Maroc craque dans les derniers instants du match. Un but contre son camp qui condamne presque les Lions de l'Atlas. En prolongation, dans le temps additionnel, pardon.
du premier match de la Coupe du Monde face à la... Une désillusion pour le Maroc qui devra créer l'exploit devant le Portugal et l'Espagne. L'émotion est venue en tout fin de match. L'actualité hors de chez nous conduit en Allemagne où la question migratoire menace la majorité de la chancelière allemande. Angela Merkel fait face à une rébellion conduite par son ministre de l'Intérieur qui exige plus de fermeté aux frontières. Un plan donc visant à repousser les migrants est du reste proposé par le parti de la CSU. En Allemagne, la question migratoire fait tanguer dangereusement la majorité d'Angela Merkel. Issu de l'aile droite de la coalition, le ministre de l'Intérieur est entré en rébellion. Il exige plus de fermeté aux frontières. Or, dimanche, Angela Merkel a mis son veto à un projet de refonte de la politique d'asile. La chancelière veut d'abord consulter ses partenaires européens avant de prendre une décision. Mais le parti bavarois de la CSU s'est déclaré prêt à passer outre la décision d'Angela Merkel, provoquant une vraie crise politique aux conséquences incertaines. Pendant trop longtemps, nous nous sommes précipités de compromis en compromis sur la question de la politique des réfugiés sans prendre de décision fondamentale et claire. Nous devons reprendre le contrôle de la situation en Allemagne. Mercredi et jeudi, la chancelière a multiplié les consultations pour tenter d'éteindre l'incendie avec ses partenaires bavarois. Ces derniers veulent renvoyer tous les migrants arrivant en Allemagne s'ils ont été enregistrés dans un autre pays européen. Un terrible fait divers a récemment exacerbé les tensions en Allemagne sur la question migratoire après le viol et le meurtre d'une adolescente par un Irakien débouté du droit d'asile, mais jamais expulsé. Donald Trump, lui, est accusé d'avoir détourné les fonds de sa fondation pour financer sa campagne présidentielle en 2016. Le président américain ainsi que 3 de ses enfants sont épinglés dans une enquête menée par le procureur général de l'État de New York. Une accusation tombée jeudi dernier, jour anniversaire du président Trump, qui fêtait 72 années de vie. Donald Trump a été accusé par l'État de New York d'avoir utilisé l'argent de sa fondation à des fins personnelles. Une plainte a été déposée, immédiatement qualifiée de ridicule par le président américain. La procureure Barbara Underwood a lancé une action pour dissoudre la fondation et exiger la restitution de 2,8 millions de dollars. Elle demande aussi à ce que Donald Trump soit interdit de diriger une organisation à but non lucratif à New York pendant 10 ans, tandis que ses enfants seraient eux interdits de direction pendant 1 an. Ce à quoi Trump a répliqué vertement, mettant en cause les motivations de la procureure. Nommée il y a 1 mois, il a accusé les démocrates véreux qui dirigent l'État de New York de tout faire pour l'attaquer en justice. Il a souligné que même son prédécesseur pro-Hillary Clinton, Eric Schneiderman, n'avait jamais eu le courage de poursuivre cette affaire ridicule. La procureure a rétorqué que l'enquête sur la fondation Trump avait débuté 6 mois avant son élection à la Maison-Blanche. Merci d'avoir suivi ce journal. Demain, je vous retrouve non pas à 20h, mais à 21h pour une édition unique Coupe du Monde oblige. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.